Nous sommes le 2 mai 2010 et c'est l'ouverture officielle, du moins pour le petit peuple, hier c'était pour Carla, Nico et tous les autres, de l'exposition universelle de Shanghai 2010. Les autorités chinoises espèrent 70 millions de visiteurs d'ici la fin octobre, date de clôture de l'exposition. Et pour acheminer cette marée humaine, les Chinois ont vu grand et même très grand. À commencer par cet échangeur gigantesque fait d'une rampe d'accès faisant 2 circonvolutions avant d'atteindre le pont suspendu qui enjambe le Huangpu. Nous mettrons près de 5 minutes avec le bus pour franchir cette véritable œuvre d'art qui, me semble-t-il, n'a pas son pareil dans le monde. Le Huangpu franchit, une seconde rampe, mais pour descendre cette fois, tout aussi gigantesque que la première. Voilà, le parc est en vue. Dans quelques minutes, nous serons à pied d'œuvre et la visite pourra commencer. L'accès au parc semble lui aussi très organisé. Plusieurs entrées sont possibles et des barrières pour parquer la foule ont été prévues, un peu comme dans un ranch au Texas pour trier le bétail. Il est tôt et ce n'est pas encore la grande foule. Cela me laisse à penser que je serai dans les 2 ou 3 premiers milliers de visiteurs sur les 70 millions de prévus. Vraiment, ce Nénès Globetrotter, rien ne l'arrête. Première impression, ça me semble pas mal du tout. Une voie surélevée qui mène au pavillon de la Chine nous donne une vue d'ensemble sur les différents pavillons de l'expo. Heureusement que des moyens de transport nombreux et gratuits ont été prévus, car le parc me paraît très étendu. Mais à tout seigneur, tout honneur, voici le pavillon de la Chine. C'est la reproduction méga puissance d'un chapeau porté voici quelques siècles par les empereurs chinois. C'est le seul pavillon de l'expo qui se visite à heure fixe. Avec le billet d'accès à l'expo, il nous est donné un numéro d'ordre avec une heure à laquelle on doit se rendre à l'entrée du pavillon. Et ça marche! L'attente n'excède pas le quart d'heure. La visite s'organisera autour de 3 espaces, un par étage, nous faisant traverser toutes les différentes époques et civilisations qu'a compté le pays. En commençant par le 3e étage, la visite se faisant du haut vers le bas.
le Festival du printemps au bord du fleuve, fabuleuse peinture, trésor national en Chine et reproduit artistiquement en une fresque de plus de 50 mètres de long. Consciencieusement numérisée, cette œuvre est devenue une image animée relatant la vie rurale de la Chine d'hier, que l'on peut voir vivre de jour comme de nuit, avec l'aide bien sûr de milliers de microprocesseurs pour rendre ce tableau bien réel et bien vivant. Le second étage, nous dit-on, serait un voyage de recherche sur la construction et la disposition des villes chinoises. Bon, moi j'ai trouvé ça plutôt Disneyland, hein. Le premier étage, intitulé L'avenir à bas carbone, nous focalise sur les problèmes environnementaux de la Terre et à la recherche de solutions face aux défis de l'urbanisation galopante en Chine pour un développement durable de la planète. Et ces idéogrammes chinois qui apparaissent dans ce rideau d'eau, rien que par coupure du débit d'eau à certains endroits et à certains moments, bluffant, non ? Ou alors ne serait-ce qu'un jeu de lumière. Je quitte le pavillon chinois satisfait de la prestation à 66%. Le deuxième étage, y a à dire. Allez, la visite continue. Tel un ovni, très belle architecture futuriste. C'est une salle de spectacle où, le soir venu, se produisent de nombreux groupes artistiques représentant leur pays. Ici, tous les transports sont propres, y compris les gros bus qui circulent à travers toute l'expo. C'est le tout électrique, zéro CO2 émis. C'est l'un des thèmes forts de l'expo. D'ailleurs, le slogan de l'expo n'est-il pas « Better City, Better Life ». Me voici à l'une des extrémités du parc et je n'ai plus qu'à remonter en louvoyant à travers les différents pavillons. Je rejoins bientôt le quartier de l'Europe. Sont là, en pied de marmite, les pavillons les plus importants, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et les United Kingdom. Alors forcément, par ordre de priorité, la France. D'autant que dès le premier jour, il faudra faire montre de patience, une attente d'1h30 à 2h et parfois plus, est systématique à chaque pavillon et donc il va falloir faire des choix.
Autant le dire tout de suite, je n'ai pas aimé le pavillon français. Extérieurement, bien, très bien même. Une architecture futuriste et aérienne, de très beaux espaces de verdure à la verticale du plus bel effet, mais voilà l'intérieur décevant. Projection sur les murs de quelques photos en noir et blanc des pieds de la tour Eiffel, toujours en noir et blanc des passages de vieux films dont les héros sont morts depuis bien longtemps, Charles Vanel, Montand, Lino Ventura, ou presque Jeanne Moreau, et tout un étage ou presque réservé à la ville de Tours, vantant les mérites de la ville pour l'organisation du mariage dans la région, où les Chinois viennent en charters entiers célébrer leur union. Et de la technologie française, je n'ai rien vu. Juste à côté du pavillon France, le pavillon espagnol, à l'architecture très peu conventionnelle. Au pavillon vietnamien, il n'y avait quasiment pas de queue. Donc je suis rentré. Vous connaissez mon côté asiatique, je me sens bien là-bas. Un produit hybride alliant nature et technique. Ainsi est présenté le pavillon suisse. Structure de béton recouverte d'un treillis métallique muni de cellules solaires absorbant la lumière et la restituant sous forme de flash. Évidemment, surtout visible dès que la nuit tombe. Des flashs qui ont crépité aussi ce soir-là car c'était l'inauguration en fanfare du pavillon. Pavillon suisse et son restaurant. Qui aurait pu imaginer un seul instant que ce soir-là, je dînerais d'une raclette accompagnée d'un petit coup de fendant. Pas cons les Suisses, ils ont installé leur resto au rez-de-chaussée. Pas comme les Français qui, même tenus par les frères Pourcel, se trouvent au 3e étage. Et donc, 2 heures de queue pour aller dîner. Ah mais que voilà une journée bien remplie. Un petit coup d'œil au plan pour retrouver la sortie et le métro, afin de regagner mon hôtel pour un repos bien mérité. Bien sûr, j'aurais pu rester la soirée sur l'expo afin d'assister aux nombreux spectacles qu'offrent des artistes de toute nationalité représentant leur pays. Mais mon grand âge me l'interdit et je me contente des jeux de lumière qui sont projetés sur les structures couvrantes qui m'accompagnent jusqu'à la sortie.
Ce matin, lundi 3 mai, je vais passer ma dernière journée dans le Shanghai Downtown. Faut pas traîner, faut en profiter une dernière fois, car dans 2 jours, je serai en France. L'objectif de ce matin est le temple bouddhiste Jing'an, mais la sortie du métro qui y mène donne directement dans un petit parc bien fleuri que je m'empresse de visiter. C'est un trou de verdure où coule une rivière, disait le poète. C'est à peu près ça, sauf qu'ici c'est un petit lac qui agrémente cet endroit très bucolique. Bucolique tant qu'on ne lève pas la tête. Et même si ici nous sommes loin d'être en Avignon, on y danse, on y danse. Loin aussi de Broadway, mais on s'initie quand même aux claquettes. Le temps de traverser la rue et me voici au temple Jing'an. Le temple Jing'an, littéralement temple de la paix et de la tranquillité, est un temple bouddhiste qui fut fondé au milieu du IIIe siècle dans la ville de Suzhou, à environ 200 km de Shanghai, puis transféré sur son site actuel en 1216 sous la dynastie des empereurs Song. C'est l'un des temples les plus imposants de Shanghai, mais il se trouve malheureusement flanqué de tours et de centres commerciaux. Dommage. Vous